constitue pour tout chercheur d'emploi rend sa maîtrise difficile, sinon impossible, sans l'accompagnement et le coaching des professionnels. D'où la programmation lors de cette journée d'ateliers de formation où nos étudiants recevront toute l'aide et l'information nécessaire pour réussir leur demande de stage ou d'emploi. Avant de clore ce mot d'ouverture, permettez-moi de remercier, au nom de comité organisatrice du Forum SM Entreprise, toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à rendre possible cet événement. Que ces personnes m'excusent de ne pas avoir cité leur nom nominativement, ils se reconnaîtront. Je vous souhaite une excellente journée et merci. Je passe le mot à notre modérateur, Mouad Montasser. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour les amis, bonjour les forumistes, bonjour chers conférenciers. C'est un réel plaisir et un immense plaisir d'assister avec vous une fois de plus pour les événements organisés par le Forum SM Entreprise. C'est toujours pour moi une opportunité inédite de participer dans la réussite de ce forum qui déjà a plus d'un quart de siècle, voire je pense la 28e édition, ce qui est vraiment très, très, très magnifique pour un forum école-entreprise. Le pré-forum qu'on organise aujourd'hui est aussi une très grande fierté parce que c'est une distinction pour notre forum organisé une journée au préalable du grand jour du forum est toujours quelque chose d'exceptionnel. Je me présente déjà très très vite, brièvement. Je m'appelle Montassir Mouad. Je suis ingénieur électrique au sein de l'industrie chimique, au sein de l'entreprise GESA, et je suis lauréat de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique en génie du système électrique, promotion 2018. Je suis aussi business developer et hotspot leader de médecins au Maroc, qui fait partie d'un réseau international d'entrepreneuriat social et d'innovation sociale et environnementale. Et aussi ma relation avec ce forum, que je le considère comme une deuxième famille pour moi, toujours et pour toujours. J'ai escaladé les échelons en passant par un membre au sein de la cellule conférence débat, à responsable de la même cellule en ma deuxième année, vice-président de la 25e édition en 2018. C'est toujours un très grand honneur de participer aux événements et aux actions menées par ce comité. Je présente brièvement le panel de nos intervenants, des intervenants de très grand calibre, qu'on ne peut remercier autant pour leur temps, pour leur implication pour les jeunes. Ce n'est pas évident, un jour férié, une matinée d'un jour férié, d'investir son temps qui est la plus grande richesse qu'on peut avoir pour le bien commun de l'université marocaine, pour le bien commun des jeunes. Je commence par monsieur Ketani Anas, qui est directeur du pôle insertion et entrepreneuriat au sein de l'université Hassan de Kazan. On a aussi l'honneur d'avoir avec nous Madame Adraoui Hayat, une amie d'ailleurs, professeur chercheur en stratégie et GRH au groupe ISKE et auteur de la gestion des ressources humaines. On reforme toujours avec Madame Shayad Fatem Zahra, Regional HR et Organizational Development Advisor, Certified in HR and International Relations. Madame Asma Riyad, coach consultant RNCP 7 et conseil RH, en conseil RH et recrutement. Et Monsieur Mohamed Youssef, excusez-moi si je ne prononce pas très bien le nom propre, enseignant et formateur en gestion des entreprises et cofondateur de Bestway Solutions. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir une autre fois avec nous et un grand remerciement, une deuxième fois, une énième fois pour le comité formation entreprise, la cellule atelier en l'occurrence, pour le grand travail fourni et pour les grands efforts fournis. Je cède la parole très vite à monsieur Ketani Anas pour le mot d'ouverture de cette journée. Monsieur Anas, à vous la parole. Bonjour, c'est Mohamed. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, très très bien. Excellent. Donc, je ne peux que féliciter cette initiative du club des étudiants de l'ENSEM pour préparer
le grand forum annuel. Là, on est en mode pré-forum. C'est un thème qui me tient à cœur parce que depuis 1 an et demi, on a un pôle insertion entrepreneuriat au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca, justement pour anticiper, penser, tracer l'avenir des jeunes de l'Université Hassan II de Casablanca. Aujourd'hui, on s'adresse à l'élite, une école supérieure comme l'ENSEM. Très vite, j'espère que vous allez vous diriger vers le pôle et vous serez en même temps des mentors parce que l'université compte plus de 130 000 étudiants. Et aujourd'hui, si on veut être dans l'approche entreprise, c'est ça le thème de votre forum, c'est de considérer que le produit noble de l'université, c'est vous, ce sont les étudiants. Et au-delà de la qualité de l'enseignement que nous pouvons donner, grâce à la qualité du corps professoral, ben c'est faire un mécanisme, un process pour voir est-ce que ce produit répond à quel pourcentage aux besoins de l'entreprise. Et quand on se place dans cette approche-là, ben on ne peut être que dans l'amélioration continue, que dans l'autonomie, la responsabilisation des jeunes étudiants pour se prendre en charge et pour améliorer encore plus leur circuit. Je pense qu'il y a une table ronde en fin de journée, si le programme que j'ai reçu. Mais en tous les cas, la seule chose que je veux glisser comme mot important, parmi les grands axes que nous avons au niveau du pôle insertion entrepreneuriat, qui est situé au niveau de l'annexe boulevard Rindy. Beaucoup d'étudiants ne le savent pas, on n'est pas très loin de l'ENSEM. C'est l'angle Rindy avec un moment, station Bachkou, tramway, donc on est à même pas 20 mètres de la station. Et là, on a une chaîne de valeur, justement, qui rentre dans votre thématique. En 2 mots, ça commence par les langues, toutes les langues. Aujourd'hui, on a une plateforme qui répond à ce besoin-là et qui va être coachée par des professeurs d'université. On a un thème qui me tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat. Il y a le statut national étudiant-entrepreneur. On est à la veille de la 3e promotion et j'invite fortement les responsables de ce forum pour inciter un maximum d'étudiants pour y adhérer. Le ticket modérateur, c'est avoir une idée innovante, tout court. Et l'idée innovante, on ne cherche pas le prix Nobel, du moins pour l'instant, on va dire, mais une valeur ajoutée par rapport à votre idée et vous serez accompagné de l'idée au prototype et pourquoi pas création de votre start-up. Si vous ne créez pas, ce n'est pas grave, on vous donne la possibilité de créer des valeurs en termes de compétences de recrutement, en termes de compétences d'affronter des situations devant des challenges devant l'entreprise. Alors, ce projet s'appelle Salem, structuration, accompagnement, étudiants entrepreneurs. Vous tapez sur Facebook Paul Salem Casablanca, UH2C, et ça vous dira un petit peu qu'est-ce qu'on a fait ces 3 dernières années. Avec la Career Center, tout à l'heure, Sim Kilsbar va animer un atelier sur tout ce qui est CV. Le Career Center, c'est le projet USAID américain. Il y a tout un programme autour de ça sur comment faire un CV, comment faire la lettre de motivation, comment faire une simulation d'entretien. Et Sim, qui je lui fais confiance, il anime très bien ce genre d'atelier. Aujourd'hui, on est dans le montage du forum pour pouvoir optimiser ce circuit. Donc, je continue rapidement. On a un studio, un micro-studio pour enregistrer des capsules, un Fab Lab pour le prototypage, et on est en train de monter un incubateur avec la région, avec un grand investissement, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre start-up et rester chez nous pour éviter que la start-up se casse la figure. Et le projet YEBDA pour tout ce qui est levée de fonds. Il arrive un moment, on a besoin d'argent. C'est pas faute d'argent qu'on ne monte pas, c'est faute de connaissance des structures qui subventionnent les startups. Donc voilà, je serai heureux de partager avec vous, avec tous les étudiants de l'ENSEM, avec les partenaires que je remercie d'avoir répondu favorablement à votre pré-forum. Notre présidente, professeur Hayar de l'Université Hassan de Casablanca, cette thématique lui tient à cœur et nous ferons tout pour réussir avec vous le pré-forum, le forum et au-delà de tout ça. Merci Simouad et je reste à votre disposition pour échanger avec vos collègues qui sont invités aujourd'hui.
Merci énormément, CNS, pour votre mot qui est plus en fait une très grande dose de motivation quand même dans ce temps inédit, parce que moi-même, je suis un produit de l'Université Hassan II, de l'INSEM et surtout du Career Center, de tous les efforts fournis par tous les parties prenantes de l'université, dont Madame Awatef Hayar, et les efforts faits pour les Smart Cities, pour les étudiants, les accompagner, les incuber dans les projets. Donc, chers étudiants, chers partenaires, chers collègues, chers futurs ingénieurs, chers leaders de demain, tout ce que vous voulez, vous avez devant vous aujourd'hui un écosystème quand même. Pour une université publique, ce n'est pas quelque chose d'anodin d'avoir tout cet écosystème. D'inédit, d'avoir un incubateur, d'avoir un accompagnement entrepreneurial complet, si on peut dire, un package. Vous avez tout un package de l'ideation à l'incubation, à l'accompagnement, au suivi, au Fab Lab, aux gens qui sont très prêts. Donc, c'est vraiment une grande richesse, une grande valeur ajoutée et une grande, en fait, si on peut dire, chance d'être étudiant de l'Université Hassan II. C'est pas pour en fait, jeter des fleurs, mais c'est une très, très grande chance d'être un étudiant de l'UH2C. Et donc, en fait, je vous invite, chers amis, chers collègues, de poser vos questions en parallèle dans la conversation chat. On veut quand même que cette table ronde connectée soit interactive d'ailleurs, parce que le but, c'est répondre à vos questions, non pas présenter, en fait, si on peut dire, l'état de l'art, mais répondre à vos questions, répondre à vos besoins. Merci encore une fois et posez vos questions, s'il vous plaît, en parallèle sur le chat. Il y aura soit une session questions-réponses à la fin, et après, s'il y a des intervenants qui souhaitent répondre en parallèle, n'hésitez pas. On passe tout de suite aux différents axes de notre table ronde. Comment on va procéder, comme ça nos chers intervenants auront une idée sur la démarche. On va poser étape par étape, step by step, les différents axes. Et après, on va faire une sorte de table ronde, un tour de table virtuel dans lequel, en fait, chacun entre vous puisse prendre la parole. Le premier axe, tel que souhaité par le comité, c'est bien sûr aujourd'hui, on vit une crise, oui, une très grande crise, ça, c'est quelque chose d'évident. Je ne pense pas qu'il y ait une personne sur ce globe-là terrestre qui n'était pas impacté directement ou indirectement par la crise, mais certes, il y a quand même des points positifs. Il y a un grand shift vers l'e-learning, vers l'éducation, vers l'enseignement à distance. Donc, pour vous, chers intervenants, la question aujourd'hui des étudiants, des futurs ingénieurs qui vont être rencontrés face à des opportunités à saisir, comment mettre en évidence, si on peut dire, les avantages du e-learning devant le recruteur potentiel? Je cède donc la parole à vous, chers intervenants. Comme ça, vous pouvez vous représenter aussi, parce que moi, je vous ai représenté assez brièvement, mais peut-être vous aurez la main pour représenter en détail ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Je commence par Madame Asma Riyad, on en reprend, mais puis on va faire le tour de table. Madame Asma, à vous la parole. Vous êtes en muet, madame. Euh, Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je vous remercie pour cet échange et pour ce partage. Donc, je suis Asma Riyad, je suis RH de base, mais aujourd'hui, j'interviens en tant que coach. Moi, je suis membre de l'association ACCP, qui est l'association des coachs consultants professionnels, qui est un lieu de rencontre dédié exclusivement aux coachs professionnels certifiés RNCP 7. Alors, qu'est-ce que le RNCP? Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, et ce sont des formations qui sont reconnues par l'État français sous l'autorité du ministère chargé de la formation professionnelle. Et le niveau 7, c'est donc un niveau équivalent à un diplôme d'une grande école ou un bac+5. Alors, les adhérents, les membres de cette association à laquelle j'appartiens ont pour point commun d'être associés à la réflexion stratégique par l'échange sur des expériences et sur les bonnes pratiques du métier de coaching. C'est une association qui promet le label éthique
en faisant connaître le métier de coaching et au travers d'une valeur unique qui est le professionnalisme. Alors aujourd'hui, donc nous allons intervenir Monsieur Bouhamd Youssef qui est coach consultant RNCP lui aussi, et moi-même, donc dans le cadre d'échanger, de trouver, de réfléchir sur la thématique qui a été proposée, à savoir l'insertion professionnelle au cœur de la Covid. Et donc nous essayerons d'accompagner les jeunes dans ces comment traverser ces bouleversements qui représentent une crise mondiale. Et nous avions aussi partagé avec vous la dernière fois lors d'un autre événement de proposer des passerelles d'échange avec vous, de proposer des séances de coaching gratuites aux jeunes afin de pouvoir les aider à traverser ce flot et donc à trouver un premier emploi. Voilà, donc je me présente, je laisse la parole aux autres pour une présentation. Et puis, par rapport au coaching, je préfère que moi et M. Bouhamd Youssef, nous intervenions à la fin, que le débat déjà commence, si vous le permettez. Oui, ok, très très bien. Très très bien, on fait comme ça. Le but en fait, c'est de s'arranger pour que le message soit le plus fluide possible. Je cède la parole, puisqu'on est dans la même longueur d'onde à Si Youssef. Il se présente comme ça, et après on passe à différentes thématiques. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour cette invitation pour participer à ce pré-forum organisé par l'INSEM. Youssef Bouhamd, coach consultant certifié RNCP niveau 7, enseignant et formateur en gestion des entreprises et cofondateur de l'entreprise Bestway Solutions, basée ici à Nador. J'interviens de la ville de Nador. Donc. Et je suis auteur et écrivain en développement personnel et professionnel. J'ai déjà publié la communication efficace par la PNL sur Amazon. Donc, j'interviens aujourd'hui en tant que membre de l'association des coachs consultants certifiés pour accompagner les futurs ingénieurs dans leur insertion professionnelle. Je vous remercie une deuxième fois pour l'invitation, c'est mon plaisir. Merci à vous, Sius, et merci aussi au comité forum pour tous les efforts une autre fois. Donc, Fatima Zahra, Madame Fatima Zahra Chayat, à vous la parole. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Super. Alors, je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici, d'être entourée par des étudiants, par toi, Mouad. Finalement, on a eu l'occasion d'échanger. Et par tous les intervenants, je vous remercie. Monsieur Ktani, merci pour le mot d'ouverture. Vous avez en fait tout dit. un résumé au préalable, mais d'abord, je voulais vous remercier pour l'organisation de cet événement, qui est déjà un pas vers l'entreprise, parce que le fait d'organiser ce type d'événement ou d'y participer, ça vous donne une différenciation par rapport aux autres qui sont, on va dire, passifs. Donc, moi, je suis très heureuse d'être aujourd'hui là, même si c'est un jour férié. En fait, il pleut, donc c'est c'est le bon emplacement où on peut être aujourd'hui, donc, et d'échanger avec les étudiants. Alors, je suis Fatima Zahra Chayat, je suis financière auditrice de formation, mais j'ai choisi de faire les RH par passion. Ma passion, c'est l'humain et je fais de l'associatif depuis l'âge de 13 ans, depuis les maisons de jeunesse ou de l'époque. Je travaille aujourd'hui, j'ai tourné ma carrière, j'étais dans l'industrie automobile, mais cette passion pour l'associatif a tourné, a fait que je suis aujourd'hui chez SOS Village d'enfants. En tant que Regional HR and Audit Advisor pour quelques pays en Afrique. Et je suis heureuse d'être parmi vous. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et je pense qu'on va finir le tour de présentation pour qu'on puisse répondre à ta question, Mohamed.
En fait, voilà, c'était le point que je souhaitais aborder. Il y a Ouais. Madame Adawi Hayat qui a eu un mauvais temps ce matin-là. Malheureusement, elle ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais on la remercie tellement pour avoir accepté l'invitation des forumistes. D'ailleurs, sa contribution, c'est pas la première fois, il est déjà très actif avec les étudiants. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à bénéficier de son expérience. Et on fait quand même une petite promotion pour elle. J'ai d'ailleurs son livre, il est auteur du livre La gestion des ressources humaines. C'est un très très bon livre, surtout pour les étudiants passionnés par le secteur RH, passionnés par le développement RH. N'hésitez pas d'acquérir ou bien d'avoir ce livre-là et de rentrer en contact avec elle. Et pourquoi pas, Inch'Allah, pour une prochaine fois, on l'aura parmi nous. Donc, je te remercie, Fatem Zahra, d'ailleurs, très, très active. Je vous invite, les amis, à la suivre. Ce sont les exemples qu'on souhaite avoir chez nos jeunes, des exemples qui sont très, très près des jeunes, et, si on peut dire des exemples de réussite qui vont être une source de motivation pour les différents étudiants. Voilà. La question, moi, je préfère comme ça aussi, si Anas, s'il souhaite aussi prendre la parole et interagir avec nous après, je préfère que ça sera un peu, si on peut dire, en fait, une intervention qui se soit prise d'une manière personnelle, d'une manière, la personne qui sont très proche du thématique, qui se sent, en fait, si on peut dire, spontané, ça va être très, très bon. Et donc, ça sera avec un maximum de bénéfices. Donc, la première question, bien le premier bloc, si on peut dire, je vais rassembler deux questions dans une seule question. C'est très important de tirer ce point-là. C'est, si on peut dire, essayer de euh, guider ou bien d'orienter les étudiants vers un chemin parce que c'est pas, personne n'a la formule magique, mais quand même on a besoin de sentir qu'il y a un certain confort, de se conforter d'une expérience des gens qui ont déjà passé par des chemins assez difficiles, d'essayer d'orienter les étudiants, de leur donner des tips, des recommandations pour faciliter la tâche. Aujourd'hui, on a une crise, comme j'ai dit, mais en parallèle de chaque crise, il y a des opportunités à saisir. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller en fait à ces étudiants-là qui, malheureusement aujourd'hui, moi, je partage avec eux toutes ces difficultés-là. Malheureusement, ils passent par des situations très difficiles, des situations très délicates. On n'arrive pas à décrocher des stages, on n'arrive pas à décrocher des projets de fin d'études, on n'arrive pas même à décrocher son premier emploi, que ce soit faute de recherche, de méthodologie de recherche, faute aussi en fait il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Donc, c'est tout un écosystème, mais il faut quand même essayer de mettre en œuvre, de valoriser les techniques qu'on a aujourd'hui, de sortir du lot, comme on dit. Et parmi les meilleures, en fait, solutions de sortir du lot, il faut se démarquer à travers les différentes techniques d'e-learning, les différentes techniques de communication, de contact. Voilà la question. C'est comment mettre en évidence les avantages de ces nouvelles techniques d'apprentissage et de contact des entreprises aujourd'hui pour pouvoir rattraper les différentes gaps qu'on a aujourd'hui, les différentes difficultés qu'on a et les mettre en œuvre. Voilà, c'est comme ça une invitation à vous, celui qui souhaite prendre la parole, ou bien on fait un tour de table, c'est comme vous souhaitez. Est-ce qu'il y a une personne qui se prend volontaire? Voilà, Fatima. Je peux commencer si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors, la première des choses, comme vous l'avez bien dit, Mouad, c'est dans chaque crise, il y a des opportunités. Justement, ça, c'est trop vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une crise qui est planétaire, sanitaire, et on voit que du noir. C'est vrai. Et il n'y a pas de mal à le vivre et à l'accepter. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit travailler, nous, en tant qu'êtres humains. Et personnellement, je pense que la solution, à cette crise, c'est de travailler la personnalité. C'est-à-dire, moi, comment je réagis face à cette crise. Moi, comment je réagis
face à toutes les limites de la crise, que ça soit au niveau de l'emploi, que ça soit au niveau psychologique, que ça soit au niveau, si vous êtes déjà en poste, ça a eu des impacts sur la vie, il y a le télétravail, il y a la baisse du salaire, etc., etc. Donc, la première des choses, c'est travailler le mindset et la personnalité pour faire face à la crise. Ça, c'est un. Parce que si on n'a pas une personnalité très forte, si on n'est pas prêt à faire face à tout ce qui se passe, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas faire de bonnes choses par la suite. Après, effectivement, il y a les problèmes du marché et heureusement que ce n'est pas uniquement au Maroc. Comme vous le savez déjà, je pense que moi, tu as vécu ça, moi aussi. Depuis toujours, il y a un souci de trouver un stage parce que malheureusement, ce n'est pas réglementé au Maroc. Il y a des entreprises qui sont socialement responsables, ils s'engagent à recruter des stagiaires avec des pourcentages et c'est des KPI au sein de ces entreprises-là et ils ont déjà des sujets prêts pour accueillir les stagiaires et les PFE. Il y a d'autres qui n'ont pas ça et ça, c'est un point qu'on pourra par la suite proposer et améliorer au niveau des politiques, au niveau du ministère de l'Éducation. Le deuxième point, après le mindset et la personnalité, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'étais en train de viser quelque chose de très haut, une entreprise, une grande entreprise, il faudra un peu être flexible et revoir ses objectifs. Parce que il faut savoir que les entreprises, je vais parler de l'entreprise là où j'étais, qui était dans l'industrie automobile. Je ne vous cache pas, mais de l'intérieur, il se passe des choses que les stagiaires ne vont pas reconnaître parce que c'est vrai que c'est nouveau, c'est une situation très nouvelle et ils se disent que il faut si on veut accepter, si on veut inviter des stagiaires, il faut que la situation soit stable, il faut que tout soit là pour que ces stagiaires bénéficient de la période de stage. Et malgré ça, il y a des entreprises, il y a des professionnels, c'est-à-dire des maîtres de stage qui font tout et qui mettent tout en œuvre pour pouvoir poursuivre. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand la pandémie a commencé mi-mars pratiquement, il y avait des PFE et donc les gens ont quitté parce que les maîtres de stage étaient en télétravail et ils suivaient avec eux via Internet. Donc, c'était une épreuve qui n'est pas facile. Donc, il faut être flexible, il faut revoir, il faut être prêt et il faut se préparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je vise un PFE, si moi je veux intégrer une entreprise précise, il faut que je sois prêt et que je me prépare pour intégrer cette entreprise. Il faut que mon réseau me mène vers cette entreprise. Et donc, la personnalité, le mindset, ensuite l'adaptation et la flexibilité. Et le troisième point, ce qu'il faut savoir, c'est que le train de l'économie va redémarrer tôt ou tard. Et il ne faut pas que ce train vous dépasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure du e-learning. Le e-learning est depuis toujours, il est bien vu, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant que recruteur, si je reçois un CV en début 2021 et sur le CV, il n'y a aucune formation e-learning en 2020, je vais me poser des questions. Et si j'ai deux élèves de l'ENSEM qui ont exactement le même parcours, avec les mêmes notes, avec tout, c'est-à-dire le même fond, mais qui se différencie d'une chose, qui se différencie par soit des activités associatives, soit des formations e-learning, que ça soit que ce soit dans votre métier, dans la mécanique ou l'électricité, ou dans les soft skills, ou dans les langues, ou quel que soit le type de formation, vous allez être privilégié par défaut. Donc, je voulais dire ça. Le quatrième et dernier conseil, c'est soigner votre réputation, soigner votre réseau LinkedIn et mettez
ou préparer un CV et une lettre de motivation au top. Vous avez le temps, vous avez les outils, comme j'ai vu un petit peu ce que vous avez fait. Il y a Madame Riyad qui a fait une intervention sur les techniques de recrutement, les CV, etc. Vous allez bénéficier de cela. Il y a Internet, il y a les vidéos, il y a tout. Donc, excusez-moi, mais il n'y a pas d'excuse pour que vous soyez prêts pour ce marché d'emploi qui est aujourd'hui un peu difficile, mais il y a les offres d'emploi. N'arrêtez pas la recherche, soignez votre réputation et allez vers les gens. Écrivez. Ils peuvent ne pas vous répondre, mais allez vers les gens, écrivez, contactez quelqu'un qui connaît quelqu'un et vous allez réussir à trouver votre stage ou votre premier emploi. Voilà, donc c'était tout de ma part. Merci beaucoup, Fatima Zahra. D'ailleurs, il vous a fait en fait un tour d'horizon sur tout le cycle, si on peut dire, de comment bénéficier des opportunités qui sont offertes durant cette crise. Et d'ailleurs, si on peut dire, les amis, la procédure n'a pas changé dans son corps, si on peut dire, son essence. Là. C'est toujours la même démarche. Certes, il est plus difficile. Certes, il n'est pas assez évident. Et c'est ça, en fait, qui rend le goût assez pertinent, qui rend le goût un goût qui est vraiment, qui va vous permettre de sortir du lot, d'être remarquable, de passer par votre réseau, de passer, en fait, en construisant, comme a dit très, très bien Fatima Zahra, de se préparer avec une très grande adaptation, de déjà, en fait, avoir toujours un pas à l'avant qui est en plus que vos concurrents, parce qu'aujourd'hui, ils sont vos collègues, mais dès que vous êtes sur le marché, ne serait-ce que pour décrocher un stage, eh ben, vous êtes des concurrents, vous êtes des centaines de personnes peut-être pour un seul poste. Ben pourquoi choisir Fatima Zahra et ne pas choisir par exemple Kautar ou bien ne pas choisir Yassir? C'est en fait le profil, je donne des noms par hasard, mais ce sont en fait le profil, la distinction, comment en fait on a créé ce réseau-là, et c'est là je pense si un associé souhaite intervenir, ou bien on passe après à comment la personne, l'étudiant, peut travailler sur ce projet-là, qui est un projet personnel. Travailler sur lui-même, comme ça, je vais la considérer comme une passerelle, si on peut dire, vers le coaching, une passerelle sur comment développer cette aptitude, et cette attitude qui va devenir après une altitude. J'aime très bien jouer avec ces trois mots, parce qu'il faut toujours de l'aptitude, et l'attitude pour avoir cette altitude pour pouvoir se séparer en fait des différentes contraintes là. Et pour cela, je cède la parole à Madame Asma Riyad. Madame, à vous la parole, si vous souhaitez. Voilà, merci. Oui, effectivement, les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, se posent beaucoup de questions. Bon, j'ai vu plus ou moins les questions qui se sont posées, comment trouver un emploi, comment trouver un stage. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de troubles, beaucoup d'inquiétudes. Je demande, je sais que la situation, elle est difficile, certes, mais je demande aux jeunes de rester positifs, car c'est en restant positifs qu'ils pourront mieux voir et trouver leur voie. Et ça, c'est important. On dit souvent, je ne le dis pas, on dit souvent que l'énergie suit la pensée. Si votre pensée est positive, donc votre énergie, elle est positive. Mais si votre pensée est négative, là, il y a un danger. Ça veut dire que vous focalisez toute votre énergie sur quelque chose qui ne va pas aboutir. Donc, pour atteindre un objectif tel qu'il soit, trouver un stage, trouver un premier emploi, posez-vous un certain nombre de questionnements. Je demande aux jeunes de s'asseoir, de réfléchir et de prendre note et de conscientiser déjà l'état présent et comment mettre en mouvement cet état présent vers un futur mobile qui va bouger. Donc, le fait de questionner, c'est de connaître déjà ce qui se passe en soi, connaître les symptômes, connaître ce qui ne va pas. Donc, c'est déjà détenir un levier qui est puissant. Donc, il faut se poser des questions comme comment vont les choses actuellement, comment ça se passe, quels symptômes ont conduit à la demande de l'objectif, qu'est-ce qu'on ressent actuellement,
qu'est-ce qui montre qu'il y a un problème, pourquoi il y a problème et quel est le problème, et donc chercher les causes. Quel est le problème? Donc, quand on va chercher, on va réfléchir sur les causes. Est-ce qu'il y a une cause unique? Est-ce qu'il y a plusieurs causes? Dans ce cas, les causes, ou alors chercher aussi les causes qui génèrent plus de symptômes. Donc, il faut bien se concentrer, faire un petit travail personnel et réfléchir sur comment s'en sortir. Et voir aussi qu'est-ce qui maintient le symptôme, pourquoi on est toujours là à avoir peur ou peut-être à être pas bien, être colérique ou être triste, ou, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ne voulez plus rester dans cette situation? Alors, une fois les causes, vous allez les trouver, vous allez réfléchir à l'état futur. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Trouver un emploi, trouver un stage, etc. Donc, posez-vous des questions. Et là, en vous questionnant sur les objectifs, vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai en tant que ressource qui va me permettre de bouger et aller vers l'avant. Donc, cherchez vos ressources, vos qualités, vos valeurs. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah, moi, j'ai de l'endurance, donc moi, j'ai de la persévérance, donc moi, j'ai tel et tel atout. Je peux faire, je peux bouger, je peux aller vers l'entreprise. Donc, cherchez vos ressources. Cherchez aussi les ressources externes, internes. Externes, par exemple, allez voir dans votre environnement, dans votre milieu familial, dans vos amis. Il faut se poser des questions. Il ne faut pas rester figé et avoir peur. Et ensuite, une fois que vous aurez déterminé les ressources, vous mettrez une partie où vous mentionnerez tous les effets induits. Une fois que j'aurai ces ressources et que je vais arriver à mon objectif, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ah, c'est le bonheur, je vais atteindre mon objectif, je vais travailler, je vais… Donc, ça c'est des petites réflexions qui paraissent banales, mais que finalement, en y réfléchissant, on apprend à se connaître d'abord parce qu'on met des choses auxquelles on n'a pas réfléchi comme ça normalement. Et ça va nous permettre donc de mettre en évidence de bonnes choses et de pouvoir avancer. Alors, je dirais que les troubles que nous traversons aujourd'hui, nous les subissons tous. Hein, c'est un phénomène international et il y a toujours eu des crises, même auparavant. Donc, malheureusement, l'individu, il les ressent très fort. Et quand il les ressent, ça veut dire qu'il les ressent au niveau de ses émotions. Donc, il ressent des émotions. Donc, c'est soit… Nous avons 6 émotions hein, qui sont importantes. Il y a la peur, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la joie, et il y a la surprise et le dégoût. Mais on parle souvent de 4 émotions, 4 principales. Pourquoi? Parce qu'elles représentent l'expression de notre visage. C'est la peur, la colère, la joie et la tristesse. Parce que c'est comme dans les icônes, voilà. Les émojis. Voilà, les émojis. Tout ça pour vous dire que les émotions sont importantes et on ressent toutes les 3 secondes une émotion. Donc, imaginez, si nous avons tout le temps peur, si nous avons tout le temps, si nous sommes tout le temps en colère, qu'est-ce que notre santé physique peut subir? Surtout que quand une émotion est là, elle libère des substances chimiques dans notre corps, physiquement. Donc, imaginez, tout ça, bon, bien sûr, quand on a des émotions, on finit par avoir des croyances. Hein. Un jeune, effectivement, face à cette situation, il n'arrive pas à trouver de stage, il n'arrive pas à trouver un emploi, ben, il finit par dire, ça y est, c'est négatif, c'est noir, je m'arrête là. Donc ça, c'est des croyances. Et les croyances, il y a des croyances qui sont positives, mais il y a des croyances qui sont limitantes, qui deviennent pratiquement une sorte de perception. On les inculque dans notre cerveau et on dit, ça y est, on ne peut plus rien faire. C'est comme ça, c'est la vie. Et ça, il faut pas le maintenir. Il faut basculer ça et avancer. Tant qu'on est jeune, parce qu'on a la santé. Alors, tout ça pour vous parler des croyances limitantes, donc elles ont un rôle majeur dans nos perceptions et ceci peut parasiter, peut créer des obstacles au raisonnement, à la réflexion
et aussi à la bonne attitude. Et je peux vous dire que surtout pour les jeunes là, maintenant, quand on ressent une émotion, la plupart du temps, elle est inconsciente. On ne sait pas ce qui nous arrive. Et donc, elle n'est pas reconnue. Donc, il est important d'apprendre à reconnaître nos émotions, à les accepter et à les réguler. Par exemple, quand je suis en colère, quand je ressens de la colère, essayer de canaliser cette colère, de se calmer et de ne pas faire des actions qui risquent par la suite aller vers un chemin qui n'est pas bon. Donc, on les canalise, on les régule et on essaye de développer ce qu'on appelle la conscience de soi. La conscience de soi, c'est-à-dire qui suppose une conscience émotionnelle. Et la conscience émotionnelle, quand on reconnaît l'émotion, on l'accepte, on la régule, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Alors, là, tout ça pour vous dire que l'intelligence émotionnelle, c'est un terme qui est largement utilisé dans le monde professionnel, en entreprise. Et les entreprises, aujourd'hui, elles tentent de devenir émotionnellement intelligentes, en formant bien sûr les dirigeants, les équipes, les collaborateurs. Et il paraît que nos actions, nos décisions se fondent sur un mélange d'émotions et de logique. Et il n'y a pas que de la logique et de la raison. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Alors, si on est face à des émotions négatives, pas bonnes, même nos actions vont être faussées. Même nos décisions risquent d'être faussées. Alors, donc, les émotions, elles orientent nos pensées, elles orientent nos actions. Donc, il faut essayer de faire attention, de réfléchir sur soi-même et de les canaliser, de savoir les réguler. Mais par rapport à tout ça, nous ne restons pas toujours négatifs dans les émotions et tout. On est là justement pour rester positifs et travailler ensemble. Alors, tout ça pour vous dire qu'elle est importante dans la prise de décision, dans la résolution de problèmes, dans la communication, dans le comportement. Bon, ça on peut le faire après dans une formation sur l'intelligence émotionnelle. Ça contient… Oui? Madame, si vous voulez, pratico-pratique, si on peut dire en quelques mots pour les étudiants, parfois parce que le plus grand fardeau pour moi, pour les étudiants, c'est le premier pas. D'ailleurs, ça, vous le savez très bien. Le premier pas pour, en fait, confronter cette peur-là, confronter cette tristesse, confronter cet écosystème, cet entourage qui est assez pessimiste, qu'est-ce que vous voulez conseiller comme premier pas juste, en fait, pour enclencher, pour déclencher, si on peut dire, en fait, cette force-là, pour convertir les émotions négatives en émotions positives, si on peut dire, et après en actions pertinentes. Quelque chose, en fait, juste pour déclencher ceci. Oui, on peut réfléchir sur nos ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Utiliser les ressources positives que nous avons, les qualités, les valeurs. Et ça, c'est très important. Essayer de se souvenir, faire des ancrages, essayer de se souvenir sur les événements qui nous ont amenés à faire quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas mystère. Donc, on a tous fait quelque chose d'exceptionnel dans notre vie. Donc, il faut essayer d'aller avec cette idée dans la tête. On peut aboutir. Très, très bien. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça, c'est un secret. Moi, je le fais quotidiennement, si on peut dire, si ce n'est pas, en fait, d'une manière chaque semaine au mois. C'est très, très bien, en fait, et c'est très important d'avoir, si on peut dire, cette réflexion vers l'arrière. Parce que pour vous, madame, peut-être c'est une habitude, c'est aussi quelque chose qui est ancré dans votre profession. Et pour la plupart des gens, pour eux, comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut oser. La majorité des gens n'osent pas de faire cette réflexion interne sur soi-même, d'avoir un temps juste pour lui-même, de faire une réflexion, de faire un bilan avant d'avancer. On est toujours dans l'action à tel point qu'on ne fait pas un bilan de ce qu'on a fait, ni de bien ni de mal. Et pour moi, soit l'expérience que je vois surtout dans notre culture, dans nos sociétés, même dans la nature humaine, on arrive facilement à nous rappeler des défaites et des situations difficiles, qu'on arrive à s'en rappeler des réussites et des moments jouissifs, si on peut dire.
que ce soit en fait au sein de la société, au sein de nous-mêmes, au sein de la culture, et il faut faire un travail très éminent. Un travail, ça malheureusement, personne ne peut le faire à votre place. On est d'accord, madame? Ça, c'est pas. Oui, effectivement, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à le faire. Et ça, c'est très important. Vous, les jeunes, actuellement, vous avez eu l'opportunité d'avoir des coachs qui vous accompagnent, des experts. Nous, autrefois, on n'avait rien. On allait devant le recruteur, et je vous dis pas les recruteurs qu'il y avait autrefois, c'est pas les recruteurs d'aujourd'hui. Donc, il n'est jamais trop tard. Et on est justement là pour apprendre à ces jeunes de réfléchir comme nous maintenant. Donc, c'est déjà une opportunité. Exactement. Très, très bien. Merci beaucoup, madame. Oui, Sius, j'allais vous céder la parole tout de suite. À vous la parole, Sius. Merci, c'est Montassel. Donc, vous venez de parler d'une réalité. Cette réalité, c'est que la personne se souvient toujours des moments difficiles dans sa vie, si on veut dire des pertes, des mauvaises expériences, au lieu de se focaliser et de penser aux bons souvenirs, par exemple. Là, si on remet ça en relation avec la peur de la personne passant un entretien d'embauche ou un entretien de stage, on pose la question à la personne, avez-vous déjà dans votre vie passé un entretien d'embauche, par exemple? Avez-vous déjà réussi un entretien de stage, par exemple? Là, la personne, on invite la personne à creuser dans son bagage, dans son historique. Et là, je vous invite tous à faire une technique très puissante, mais très simplifiée pour se souvenir des moments de réussite. On la pratique dans le coaching, c'est la ligne de vie. Vous pouvez mettre une ligne. Je vous invite tous, j'invite les participants à tracer une ligne. En haut de la ligne, vous mettez toutes vos réussites. C'est les choses positives que vous avez réalisées dans votre vie, en mentionnant la date, bien sûr. Et en bas, vous allez mettre le contraire, les moments difficiles. Dernièrement, j'ai travaillé avec un client, c'était un étudiant qui se prépare à terminer ses études en master, mais il avait un manque de confiance. Il me dit, je ne sais pas comment faire, je n'ai jamais réussi ça et tout. Là, j'ai intervenu en lui demandant de tracer une ligne de vie. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est lui qui a découvert. Moi, je l'ai juste invité à tracer. Il a découvert qu'il a fait un énorme travail dans sa vie, dans sa vie d'étudiant. Il a réussi plein de formations, à s'intégrer dans plein de réussites, si on veut dire. Et là, il a pris confiance en lui. Il a même tracé cette ligne de vie, il l'a collé sur le mur de sa chambre. Il me dit chaque matin que je me lève, là, je vois que j'ai plein de réalisations. C'est une bonne chose à faire par nos participants. Et là, au lieu de se focaliser sur les défaites, on se focalise sur les réalisations et les exploits. Pour avoir une attitude positive. Je ne sais pas, j'ai intervenu juste pour ce point-là. D'accord. Si vous souhaitez aussi ajouter d'autres points, ou bien c'est bon pour vous? Parce que c'est hyper important ce que vous avez dit aujourd'hui, parce que c'est un exercice personnel à faire quand même. Oui, normalement, c'est un exercice. Oui, on demande normalement à nos clients de tracer la ligne et de prendre leur temps à le faire. Et là, des fois, on arrive à, par exemple, entre 2 années successives, par exemple, 2010 et 2011. En 2010, il y avait, si on veut dire, une perte, une mauvaise expérience. Et l'année suivante, il y avait un exploit, une réalisation. Là, on demande à nos clients comment vous avez pu passer de cette mauvaise expérience-là.
Là, on creuse dans les ressources, qu'on vient de dire notre collègue Asma Riyad. Il faut toujours chercher à creuser, passer de l'état actuel, passer de l'état problème à l'état désiré, à l'état solution. Oui, Donc, exactement. pour revenir au coaching, là, on parle du coaching d'insertion professionnelle, dont les objectifs sont très variés. C'est un accompagnement. Il aide les clients à s'intégrer au sein de l'entreprise. Et là, l'entreprise, elle a un certain ensemble de valeurs. Mais vous et nous, en tant que personnes, on a nous aussi nos propres valeurs. Est-ce que vous connaissez vos propres valeurs? Là, je vous invite à faire un petit exercice. Vous allez tracer un petit tableau et vous allez écrire vos 5 valeurs que vous voulez trouver dans votre futur travail. Par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire la valeur que je cherche dans mon futur travail, c'est l'autonomie. C'est par exemple le travail d'équipe. C'est par exemple, je cherche la stabilité. Et de l'autre côté, vous allez définir ce que vous voulez dire par autonomie, par stabilité, par exemple, je cherche le prestige dans mon travail. Et là, est-ce que les valeurs de l'entreprise que vous cherchez à intégrer a les mêmes valeurs que les siens? Et après, vous allez tracer un deuxième tableau dans lequel vous mettez les 5 valeurs que vous ne voulez pas trouver dans votre futur travail. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui n'aime pas, qui cherche l'autonomie, donc la hiérarchie pour lui, c'est une allergie pour lui, parce que sa qualité, c'est l'autonomie. Et vous allez me dire pourquoi devant chaque valeur. Et donc là, on cherche à se converger vers ses propres valeurs pour les converger avec les valeurs de son futur emploi et avec les valeurs de l'entreprise. Et le coaching d'insertion professionnelle, il vise aussi la professionnalisation des futurs étudiants, ingénieurs également, et les rendre plus responsables, la responsabilisation et aussi finalement l'autonomie. Le coaching, c'est un travail par le client. Donc, c'est le client qui fait tout. C'est le client qui a toutes les ressources dont il a besoin pour faire son travail et pour réussir sa recherche d'emploi et pour réussir sa recherche de stage. On n'est pas là pour vous donner des clés magiques. Il n'y a pas de clés, il n'y a pas de secret. Vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc, merci, Simon Tassé. Je cède la parole à mes collègues également et aux questions des participants. Très bien. Désolé, j'ai pas. Merci beaucoup. D'ailleurs, on devrait être habitué, mais quand même, on ne s'est pas habitué à ce micro-là. En fait, dans le même contexte que vous êtes en train d'expliciter, je sais qu'il y a une question de Ahlam, après la question de Youssef, on l'a déjà traitée, Youssef Tahiri, Ahlam Abzini, mais on va aussi, on peut bien sûr la reposer. Il y a Ahlam qui dit comment avoir une correcte auto-évaluation afin d'identifier nos qualités pour les mettre en valeur. Il y a déjà en fait dans la semaine qui a parlé de soucis et d'ailleurs moi je vais juste en fait présenter ma perception personnelle après à vous la parole. Au sein de la gestion d'entreprise, et d'ailleurs, vous pouvez déjà entendu parler de cet outil-là, la matrice SWOT.
force, faiblesse, opportunité, menace. C'est fait pour, par exemple, un projet, lorsqu'on veut qu'un projet soit bien sûr soit mis dans le marché, une étude de marché correcte, on doit tracer un tableau avec 4 parties, les forces et les faiblesses de notre projet, les opportunités et les menaces sur le marché. Aujourd'hui, on fait cet outil-là aussi dans le personal branding, dont a parlé Fatima Zahra au début. Et nous, en tant que personne, on est un projet personnel nous-mêmes, on doit bien sûr lister nos forces et nos faiblesses, comment convertir nos faiblesses à des points pour qu'ils puissent devenir des forces, et quelles sont les opportunités et menaces qu'on a sur le marché pour pouvoir s'insérer professionnellement. Madame Asma, si vous souhaitez ajouter des points sur cette question-là de l'auto-évaluation et la mise en valeur. C'est-à-dire, Ahlam a besoin de savoir comment s'auto-évaluer, c'est bien ça? Exactement. Comment elle-même, elle peut bien sûr, si on peut dire, s'auto-diagnostiquer avant de sortir en fait au marché pour savoir bien sûr ses forces, ses faiblesses à elle toute seule. Ben écoutez, l'auto-évaluation, elle peut le faire elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure, en réfléchissant sur ses ressources, ses qualités et ce qu'elle peut apporter au sein d'une entreprise. Sinon, dans ce cas, comme nous l'avions proposé au sein de la CCP, faire quelques séances de coaching, parce que ça, c'est des choses qui vont se travailler doucement. On peut pas faire les choses ici de manière très rapide. Les séances de coaching, ça prend du temps, c'est une écoute du coach et des fois, l'objectif, la demande initiale n'est jamais l'objectif réel. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vient avec une demande initiale, mais qui se retrouve avec un objectif 1 et ensuite un objectif 2. Donc, il y a des sous-objectifs. L'auto-évaluation, il faut réfléchir, moi, à mon avis, il faut réfléchir sur soi un petit peu, essayer de s'écouter, et puis aussi chercher, la recherche est très importante, essayer de se documenter sur Internet, faire de la recherche, pour moi, elle est primordiale. On peut pas, c'est difficile un petit peu de s'auto-évaluer, effectivement. Il faut, ou peut-être poser des questions à autrui, avoir la perception des autres aussi, parce qu'on a une perception, on a déjà, nous, une perception, et la personne qui est devant nous, elle a une autre perception. Donc, aussi écouter l'autre, évaluer, voir si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre retour. La première question, je l'adresse à Madame Fatima Zahra. Comme ça, en fait, parce qu'elle a eu aussi une expérience de ressources humaines dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, on a un grand shift, un shift même brutal. Personne ne pensait qu'aujourd'hui, un jour, tout le monde, en fait, doit quitter, abandonner les classes pour se trouver devant un écran pendant maintenant, je pense, on est presque une année. Dès mars 2020, les étudiants ont quitté les classes brutalement. On passait brusquement à des études en ligne. Est-ce que la question, mettre en avantage, bien sûr, comment mettre en avantage ces techniques d'études en ligne dans un autre entretien d'embauche, mais c'est une question en fait plus holistique. Comment en fait un recruteur, vous pensez, il va voir de quel point il va voir. Est-ce que c'est un manque de formation pour lui? Est-ce que c'est la qualité de formation qui va être détériorée? Est-ce que pour lui, non? Peut-être ses études en ligne vont épargner du temps perdu pour l'étudiant et ça va lui permettre de développer d'autres compétences. Donc, comment vous voyez, Fatima Zahra, cette situation-là et comment vous conseillez nos futurs ingénieurs de prendre bénéfice, bien sûr, de shift vers l'e-learning. À toi la parole. On ne t'entend pas. Fatima Zahra, est-ce que tu nous entends? Moi, je n'entends pas. Est-ce que vous Oui. avez... Oui, maintenant. Est-ce que tu peux désactiver? Là, Oui, maintenant, très bien. c'est bon? C'est bon.
Super, très bien. Parfait. Alors, merci Moed pour la question. En fait, il y a deux choses. Il y a la formation basique et il y a la formation continue. Ce qu'il faut savoir, il y a un point que je voulais dire tout à l'heure par rapport à cette peur du premier pas. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand vous êtes dans un entretien, vous êtes en situation de win-win. C'est-à-dire que un recruteur, s'il vous a appelé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est remarquable dans votre CV ou dans votre lettre de motivation ou dans votre personne ou dans votre diplôme, etc. Enfin, ça dépend du recruteur qui l'a attiré pour qu'il vous invite. Déjà, le comportement, le behavior de la personne, de vous, dans un entretien, il doit être vraiment une posture très, très confiante parce que vous avez des choses à donner à ce recruteur ou à cette entreprise. Déjà, ça, c'est un. Deux, un recruteur, c'est un être humain. Et il a aussi vécu cette histoire de coronavirus et on est tous passés par le e-learning, etc. Nous, en tant que professionnel RH, en fait, on a au début, parce on a un chapitre dans le département RH qui est la formation et le développement des compétences des collaborateurs. Et on faisait du fighting avec les employés pour qu'ils fassent du e-learning parce qu'on payait des plateformes où on mettait des formations, etc. Et on demandait aux gens, allez-y, profitez, il y a des sessions, il y a du tout, il y a du technique, il y a du life skills, soft skills, etc. Mais c'est un mindset qui était là et c'est aussi faute de temps. Les ingénieurs, généralement, n'ont pas le temps pour qu'ils puissent entrer dans ces outils-là, pour qu'ils puissent apprendre, etc. Mais sachez que si vous ne valorisez pas ça, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Ça, c'est un. Il faut que vous soyez vous-même convaincu de ces études que vous avez faites. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de deux choses. Il y a les études, il y a la formation initiale, c'est-à-dire que si aujourd'hui votre université a switché vers le e-learning parce que c'est le ministère qui a fait ça. Ça, c'est un, il n'y a pas de discussion sur ça. C'est-à-dire que le recruteur ne va pas venir vous dire non, pourquoi vous avez fait le e-learning dans votre master, etc. C'est normal, c'est la situation. Et il y a un autre point qui est la formation continue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez faire des formations qui n'ont rien à voir avec peut-être avec votre cœur de métier, mais c'est des formations que vous allez faire pour vous-même. À ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, le recruteur, c'est un être humain et par défaut, il valorise le e-learning. Par défaut. Et donc, c'est à vous de valoriser cette formation. C'est à vous de trouver le lien entre la position pour laquelle vous avez postulé et la formation que vous avez faite durant le confinement ou ailleurs, et vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les formations dans le CV. C'est-à-dire, quand vous allez postuler à un poste, il faut cibler, choisir les formations qui vont jouer en votre faveur par rapport à cette position et essayer de défendre. C'est-à-dire que si le recruteur ne pose pas de questions, vous, en répondant aux questions du recruteur, trouvez des moyens pour que vous puissiez tirer des leçons de vos formations e-learning et les ajouter aux réponses du recruteur. La deuxième des choses, c'est le e-learning et d'une manière générale n'a que des points bénéfiques. Pourquoi? Parce que ça montre une motivation. Et ça montre que c'est-à-dire que durant la période du confinement, vous étiez en train de faire des choses. Vous étiez actif. C'est vrai qu'on a besoin d'un moment de repos, de réflexion par rapport à nos objectifs, à nos réussites. On avait peur, c'est vrai. On avait besoin de moments de faire du yoga, par exemple, juste pour se relaxer. Mais on avait fait d'autres choses durant le confinement, c'était le développement de nos compétences. Donc, il n'y a pas de secret, comme Madame Riyad a dit et M. Bouhamed. Il n'y a pas de secret. Ayez le mindset du win-win. C'est-à-dire que moi, si je postule pour un stage ou si je postule pour un emploi, et si on m'appelle, si je fais le process d'une manière claire et précise, je serai amenée à passer l'entretien. Si je suis là, c'est parce que j'ai des choses à donner. Je dois avoir cette confiance en moi et je me défends en fonction de la position.
Et cet exercice de valeur, il est très, très important parce que c'est vos valeurs qui vont déterminer vos degrés d'engagement par rapport à cette entreprise. Ça peut vous paraître un exercice difficile à faire parce que vous n'avez jamais été dans des entreprises, vous n'avez pas été, peut-être que vous n'avez pas la théorie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'université, c'est très différent d'entreprise, il faut le savoir. Préparez-vous. Mais si vous avez les outils, si grâce à tout ça, si vous avez la personnalité qu'il faut, quand vous êtes dans l'entreprise et quand vous êtes, alors on le dit en arabe, rasrer, c'est-à-dire qu'on est capable à apprendre et à s'adapter, à être flexible, il y a tout le monde qui va nous aider pour qu'on fasse notre chemin dans cette entreprise-là. Voilà, donc il y a un autre point que je voulais dire. Quand vous intégrez une entreprise, c'est-à-dire votre objectif, il ne faut pas qu'il soit high performer, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les résultats de vos objectifs définis en début d'année qui vont faire de vous quelqu'un d'indispensable. Non. C'est vos résultats, c'est 80% de vos résultats, mais c'est aussi votre attitude, c'est votre intégration par rapport aux autres projets de la société. C'est quand le directeur général va vous voir dans votre poste, mais il va aussi vous voir intervenir dans la vie de l'entreprise. Et c'est ce qui vous fait de vous un high potential. C'est quelqu'un qui est là et quelqu'un qu'on veut développer et c'est une personne dans laquelle on veut investir pour qu'il progresse dans cette entreprise. Et ce type de personnes, quand ils démissionnent, les entreprises font les mains et les pieds pour les garder. Voilà, donc c'était tout de ma part. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En fait, c'était très, très, très pertinent. En fait, on va bien sûr recevoir au fur et à mesure les dernières questions. Pourquoi pertinent, je dis? Parce que tu as cité en fait des points hyper importants. Parce que moi, je suis maintenant plus que 2 ans dans le secteur professionnel, avec une grande multinationale quand même, qui a un département très, très grand et avec un très grand personnel dans tout ce qui est RH, recrutement, formation. On a toute une académie dédiée pour la formation. Et imaginez des millions qui sont investis dans la formation, mais les personnes ne se forment pas. Ça, c'est une catastrophe, si on peut dire, pour les secteurs RH. Surtout que malheureusement, Fatima Zahra peut confirmer ceci, ça rentre dans les KPI des RH. Nous, on a investi tellement et tellement d'argent dans une formation. Ils ont acheté plusieurs modules au sein de LinkedIn Learning. Avec l'université même, je dis les mots, je n'ai pas de souci. Avec l'UNCP qui est maintenant des leaders dans la formation digitale au Maroc et même en Afrique. Énormément de modules. Mais je pense un point où je peux avoir un autre avis que Fatima Zahra, mais je suis aussi d'accord avec Fatima Zahra quand même, parce qu'il est obligé de dire ceci, parce que aussi c'est la réalité de la vie professionnelle. Et pour moi, le temps qui sera consacré pour la formation, il est hyper obligatoire lorsqu'on peut, en tant que RH ou bien un responsable, justifier les résultats de ces formations sur la rentabilité d'un projet. Parce que ce qui est billable, c'est pour nous, on dit ce terme billable, c'est comment cette formation-là, on peut l'impact sur les résultats d'une personne, soit dans la vie au sein de l'entreprise, soit dans l'amélioration, par exemple, de la qualité des livrables. Et lorsque ça a été obligé au sein de l'entreprise, on avait un module, par exemple, d'e-learning qui était sur l'éthique. Eh bien, ça a été obligé. Eh bien, tout le monde a trouvé le temps. Tout le monde qui disait on n'avait pas le temps, une fois ça a été obligé du comité de direction, tout le monde doit suivre ce module d'éthique. Et s'il ne sera pas suivi, après il y aura des. Oui, Fatima Zahra, à toi la parole. Oui. Tu me rappelles des histoires. Écoutez, tu as parfaitement raison parce que l'éthique, code of conduct, etc., ça vient de haut, on dit. Comme on dit, c'est une directive des associés, c'est une directive qui vient de je ne sais pas, des États-Unis, où il faut le faire. Après, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que
quand on est dans l'industrie principalement, entre parenthèses, vraiment, il n'y a pas le temps. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il y a des étapes de communication et il y a des responsabilités à prendre par chaque partie de l'entreprise. Et c'est principalement le comité directeur qui est composé du directeur de département, directeur qualité, DG, plant manager, etc., RH et tout. Et c'est pas au RH uniquement de faire ça. C'est un KPI de l'usine. C'est pas un KPI RH et moi, je fais mon travail. C'est-à-dire que je suis le process, je communique dans une réunion de comité directeur comme quoi voici les investissements qui ont été faits par l'entreprise, par le département RH pour améliorer les formations qui sont sur cette plateforme du e-learning. Voici ce qu'on recommande selon les retours de vos employés durant les évaluations de fin d'année. Il y a des formations qu'on va faire en classe, mais il y a des formations qu'on va pas faire en classe parce que les budgets ne le permettent pas et on va les faire en mode e-learning et voici le tableau qu'il faut suivre par chaque employé. Après, on donne peut-être accès à tout et ils peuvent choisir, mais aussi la responsabilité d'abord de la personne elle-même, c'est-à-dire de l'employé, ensuite de son management et de son N+1 et il y a le RH qui vient pour orchestrer et faire le suivi. C'est-à-dire, le responsable formation, il ne va pas venir chez Mouad lui dire voilà, toi, tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas, on va te virer. Non, il n'y a pas ça. Oui. Suivant les recommandations, les discussions avec ton manager, on a dit que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? On se met d'accord sur un certain nombre de formations, une période, et on vient évaluer, on vient faire le suivi une fois par mois peut-être pour voir l'avancement. Et cet impact sur la profitabilité ou sur la rentabilité de l'entreprise, ça c'est quelque chose de clair. S'il n'y a pas une rentabilité sur le processus de fabrication d'une voiture par exemple, il y a l'impact sur la personne. Parce que nous, en tant qu'être humain, on a toujours besoin d'apprendre. Et on se sent à l'aise parce qu'on sait que l'entreprise fait des investissements pour nous. Une entreprise citoyenne. Et le faire d'ailleurs parce qu'on participe. Voilà, une entreprise citoyenne, une entreprise qui s'intéresse au développement de compétences de ses employés, parce que sinon, ils vont partir. Et tu le sais très bien peut-être que dans ce domaine de l'automobile et de l'aviation aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence et il y a des profils qui sont vraiment ciblés. Et il y a les recruteurs dans ces entreprises-là qui vraiment ciblent ces personnes-là. Et il n'y a pas de secret. C'est des personnes qui sont, comme j'ai dit, high potential. C'est des personnes qui arrivent à se démarquer. C'est des personnes qui ont une réputation irréprochable. Et ce sont des personnes qui font leur travail et qui viennent à l'entreprise, pas uniquement pour travailler de 8h à midi, de 14h à 18h, non. Mais ils viennent à l'entreprise pour apprendre, pour continuer à se développer, parce que c'est pas parce que j'ai 10 ans d'expérience, je maîtrise tout. L'apprentissage ne se termine jamais. Il faut oser aller vers les gens, oser demander et toujours être prêt à apprendre. Ça ne s'arrête jamais. Exactement. Voilà. Très bien, merci pour ce retour. D'ailleurs, c'est un sujet qui, en fait, moi, d'ailleurs, ça me passionne. On peut en parler 4 heures, 3 heures, mais ça ne peut pas être le cas aujourd'hui. On va chiffrer. Je vais rebondir sur deux points, en fait, très importants. Sur ce qu'a parlé, pour nos futurs ingénieurs, c'est hyper important d'ailleurs. Ces secteurs-là d'ingénierie, quel que soit le type d'ingénierie, en automobile, en électricité, en mécanique, quel que soit le type d'industriel en informatique, une grande portion de la réussite, comme a dit, très bien dit, c'est l'auto-formation. Et l'auto-formation, c'est hyper important. D'ailleurs, on faisait l'e-learning il y a des années et des années, depuis lors. Mais maintenant, il est plus réglementé, il est plus cadré, il est plus orienté. Alors, il faut bien sûr le mettre en avant. Par contre, je souhaite juste partager un point avant de passer à la question de Khawda, qui sera destinée à Steve Youssef. Un point hyper important par rapport au e-learning et le learning et tout ce qui est en fait apprentissage. Lorsqu'on suit un cours, ça c'est très très important. Moi je trouve ça, comme on dit en anglais, c'est life changing game. Ça change le jeu complètement et ça change la donne. Lorsqu'on apprend quelque chose, c'est juste 10%
10% de l'amélioration. 10%, en fait, si on peut dire, de l'information qu'on va avoir. Parce que tu as appris quelque chose hyper important aujourd'hui. Après une semaine, un mois, tu te rappelles même pas de 10%, 5%. Après, si ce que tu apprends, tu le capitalises, tu le résumes, tu l'écris très très bien, tu le détailles, tu arrives à 30% seulement. 30% de l'acquisition de la formation et de l'information. Après, 70% qui est la plus importante, c'est dans la pratique. C'est ce que fait par exemple aujourd'hui Fatima Zahra, Madame Asma, Si Youssef. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de partager avec vous et avec nous, bien sûr, leur connaissance, leur savoir de faire. En partageant ceci, ils sont en train de se rappeler, d'ancrer davantage leurs apprentissages, de l'améliorer en répondant à vos questions et de penser à d'autres pistes d'action parce que peut-être aujourd'hui, ils ont des questions à lesquelles peut-être ils n'ont pas pensé ou bien ils n'ont pas pensé à d'autres voies à améliorer. Donc, la pratique, soit par l'entrepreneuriat qui est l'une de très très bonnes pratiques, soit par le partage, c'est hyper important. Oui, faites comme ça. Oui. Tu es ennuyé. Oui. En fait, je voulais juste, ouais, c'est bon. Je voulais juste confirmer ce point parce que moi aussi, j'apprends toujours. On n'a jamais la science complète. Et d'ailleurs, moi, j'ai noté la ligne de la vie parce que c'est une technique que je connaissais pas. Et je vais faire l'exercice, Youssef, parce que je trouve que c'est intéressant. Et ça ne veut pas dire que je suis aujourd'hui en train de, c'est-à-dire de partager avec vous que je maîtrise tout. Non, non, pas du tout. C'est un apprentissage continue et c'est une prise de parole qui est en train de se peaufiner jour après jour. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Comme tu as dit, c'est de l'exercice qui nous permet d'avancer dans nos démarches. Voilà. Exactement, exactement. C'est hyper important d'ailleurs. Il faut le faire, les amis. Et il faut avoir cette autosatisfaction. Il faut avoir aussi, en fait, cette confiance en soi d'essayer de. Il faut pas avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, il y avait un Américain qui a dit, et moi, ça, c'est quoi le syndrome de l'imposteur pour les personnes qui ne savent pas? C'est lorsqu'on sent qu'on n'est pas assez qualifié pour faire quelque chose. Qui est-ce que moi, en fait, pour parler, par exemple, de l'éducation, de parler de la formation, de parler du coaching, de parler du conseil? Il y avait un anglo-saxon, d'ailleurs, qui a dit quelque chose hyper important pour moi, noter ceci. Il a dit, les gens, seulement les gens qui ont vraiment le syndrome de l'imposteur ne le pensent pas même. Ça, c'est très important. Les gens qui sont vraiment, en fait, qui ne sont pas qualifiés pour être un coach, bien sûr, pour être un accompagnateur, ne pensent pas même qu'ils ne sont pas qualifiés. Imaginez ceci. Donc, vous cédez la place à des personnes qui ne sont pas qualifiées. Les personnes qualifiées cèdent la place à des personnes non qualifiées. Voilà. Donc, en résumé, juste pour ne pas, en fait, pour être bref et succinct pour les étudiants, il y a des exercices que vous devez faire. Maintenant, vous devez avoir avec vous un bloc-notes, comme celui-là de Fatima Zahra, comme celui-là pour moi aussi. Donc, ça, c'est hyper important. Et il y a des exercices que vous devez faire, que ce soit la matrice SWOT, que ce soit la matrice des valeurs, que ce soit la ligne de vie, que ce soit aussi, en fait, comme a très bien expliqué Madame Asma, vous devez, en fait, exploiter votre réseau. Qu'est-ce que vous devez faire? Vos forces, vos faiblesses, comment les convertir? D'ailleurs, je vais tendre la prêche à Si Youssef. Justement, on parle comment, en fait, convertir une situation de faiblesse à une situation de force. C'est le cas de la question de Khawla Houtik et c'est le cas de plusieurs étudiants aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi, malheureusement, euh, ou bien soit à ne pas passer un stage, soit ce n'est pas le stage d'initiation qui était en fait leur ambition, des conditions très très difficiles, surtout à la période entre juin et septembre dernier. Comment cette gap, si on peut dire là, comment ils peuvent la convertir après et la combler et bien sûr convertir en opportunité? Si tu as une réflexion par rapport à ceci, Merci, Simon Tasser. Donc là, il me vient à la tête une notion très intéressante, celle de la zone d'impact et la zone hors impact. Là, les participants, ils sont en train de penser aux recruteurs. Comment ils pensent le recruteur, comment réagir aux questions du recruteur. Donc, on pense toujours au recruteur, mais
on se pose la question, est-ce qu'on peut changer les idées qu'il a, le recruteur, les pensées du recruteur? Est-ce qu'on peut les savoir? Donc, on ne peut pas. Ça entre dans la zone hors impact. Ça veut dire dans la zone sur laquelle on n'a aucune influence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quoi se focaliser? Il faut se focaliser sur sa zone d'impact. Qu'est-ce que je peux faire moi? Comment je peux réagir? Comment gérer mes émotions, l'intelligence émotionnelle? Donc, je vous propose un petit exercice là. Par exemple, devant un recruteur, on est toujours en émotion de peur. Donc, là, je vous invite à faire un petit exercice qui s'appelle, en anglais traduit Mindful Minute. C'est un exercice de la pleine conscience. C'est le sujet de mon mémoire de master, le coaching en pleine conscience. Donc, c'est une approche très récente et qui fait son entrée récemment au monde de l'entreprise. Donc, ça nous aide à gérer le stress. Surtout là, on parle de comment transformer une émotion à une autre, un ressenti négatif vers un ressenti positif, comme le stress, par exemple. Là, je vous invite, si vous le faites pour la première fois, vous aurez besoin de quelque chose pour vous chronométrer. Ben, on fait un chronomètre. Asseyez-vous confortablement dans une position détendue, mais droite. Les pieds à plat sur le sol, les mains sur vos genoux si vous êtes assez détendu à vos côtés si vous êtes debout, les épaules et la mâchoire détendues. Ben, maintenant, je vous invite à fermer les yeux et porter votre attention sur votre respiration. Parce que là, lors d'un entretien d'embauche ou de stage, on pense toujours à autre chose que à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, démarrez la minuterie et laissez-vous respirer normalement. L'idée ici est de ne rien faire d'autre que de compter le nombre de respirations que vous prenez en 1 minute. Ne forcez pas la respiration, respirez simplement comme vous le faites normalement, en comptant à la fin de chaque respiration, de chaque expiration, pardon. À la fin de la minute, vous saurez combien de respirations vous prenez en 1 minute. Son nombre varie considérablement selon la personne. Peu importe, il ne s'agit pas d'une compétition pour améliorer le score, non. Lorsque vous atteignez la fin de la minute, notez le nombre que vous avez atteint. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire au moment avant le début de l'entretien avec un recruteur. Là, c'est un exercice d'ancrage. On fait un ancrage, comme on l'appelle en programmation neurolinguistique. Au lieu de se focaliser sur le recruteur, on se focalise et on se concentre sur notre respiration. Il y a tant d'exercices en pleine conscience qui peuvent vous aider à se déstresser, à gérer vos stress lors des entretiens. Bah, c'était un simple exercice, mais c'est très, très puissant, très, très intéressant à faire avant chaque entretien pour booster sa concentration et gérer son émotion et son stress. Très bien. Merci beaucoup aussi, Yus, pour ta générosité en termes d'exercice. Ce sont des exercices hyper importants d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de le faire. On fait d'ailleurs au sein de notre association Mexas, à l'échelle internationale, on fait des cercles de parole, de méditation, de respiration, parce que la méditation, en avant et en après, c'est un exercice quand même de respiration. Il faut contrôler sa respiration. C'est la synchronisation corps-cerveau mindset. Merci pour ton retour, c'est hyper important. Je vais passer, on est en faute de temps, je pense. Donc, on va consacrer cette dernière demi-heure au dernier volet, quand même, un volet aussi très, très important.
Déjà, on a parlé, on a répondu à une grande partie de cette thématique-là, mais quand même, on va faire un petit tour de table pour donner vos conseils, si on peut dire, pour la réussite des entretiens d'embauche. On en a déjà parlé, des stages, on en a déjà parlé, mais surtout, je vous invite vivement, chers collègues, d'essayer si on peut dire, orienter cette fois les réponses à des entretiens d'embauche et des entretiens de stage, surtout avec la nouvelle version. Donc, vous avez deviné la question. La plupart maintenant des entretiens, la plupart des forums sont en ligne, sont en visioconférence. Comment préparer ceci avant? Ça, c'est une partie commune avec les entretiens classiques. Donc, la phase avant, comment préparer son entretien, les techniques que vous préconisez. Juste après l'entretien, au sein de l'entretien, et moi, une phase que je considère aussi l'une des plus importantes et que la plupart des gens malheureusement ne fassent pas, c'est la phase post-entretien. Après l'entretien, comment garder contact avec le recruteur, qui pour moi, c'est un secret indéniable de la réussite. Parce que la concurrence n'est pas rude. Il y a très, très peu de gens qui tiennent contact avec le recruteur ou la personne qui a passé l'entretien après l'entretien. Quelle que soit la réponse, parce qu'on ne sait pas tout de suite est-ce que c'est favorable ou défavorable. Madame Asma, à vous la parole. Alors, parce que j'ai eu un petit problème, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc, votre question, c'est comment garder une relation avec le recruteur après le… Ça, c'est la dernière partie je vous en prie, ça, c'est la dernière partie de la question. La première partie, c'est déjà comment réussir. C'est la question aussi de Smaïl qui est destinée directement à Fatima Zahra, il va répondre après. Mais vous, en fait, c'est comment réussir l'entretien aujourd'hui, soit avant ou bien au sein de l'entretien recruteur, surtout avec cette nouvelle version en visioconférence. Est-ce que vous avez des tips, des recommandations? Et après, bien sûr, comment garder le contact? Voilà. Oui, moi je conseillerais, moi je parle beaucoup de réflexion. Il faut que les jeunes réfléchissent énormément pendant cette période à comment faire. Parce qu'effectivement, la situation elle est un petit peu difficile, mais on espère que ça va se résoudre d'ici là. Moi, ce que je conseille aux jeunes, il y a une petite méthode de réflexion, c'est ce qu'on appelle la pensée latérale. C'est assez ludique. Vous allez donc, par exemple, imaginer que vous avez 6 chapeaux et que ces 6 chapeaux, chacun a une couleur. Et donc, vous allez mettre, par exemple, le chapeau bleu et vous allez commencer à noter. Le chapeau bleu, c'est le chapeau de l'organisation. Comment est-ce que je peux m'organiser et réfléchir et voir quel est le problème, quelle est la méthodologie de travail pour préparer ce recrutement. Donc, ça, c'est le chapeau bleu. Ensuite, je vais enlever le chapeau bleu, je vais mettre le chapeau blanc. Le chapeau blanc, c'est le chapeau factuel. C'est tout ce qui est fait. Donc, quelles informations j'ai ou quelle information j'ai besoin pour répondre aux recruteurs. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Donc, s'il y a des données, s'il y a des chiffres, s'il y a des faits, s'il y a même des informations sur l'entreprise, donc partir outillé. Après, j'enlève le chapeau blanc, je mets le chapeau rouge. Alors, le chapeau rouge, c'est le chapeau des émotions, c'est le chapeau des intuitions. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, moi, j'ai peur. Ah, moi, je suis triste parce que la dernière fois, ça n'a pas marché. Donc, vous développez. Quels sont les sentiments, quelles sont les émotions, les intuitions, les jugements que vous avez eus et vous notez. Ensuite, vous enlevez le chapeau rouge, vous mettez le chapeau noir. Alors, le chapeau noir, c'est tout ce qui est risque et critique. Donc, vous allez critiquer. Pourquoi ça va rater, pourquoi il faut se méfier. Donc, se poser toutes ces questions-là.
quels sont les dangers, les inconvénients, les difficultés, les obstacles. Ensuite, vous allez enlever le chapeau noir, vous allez mettre le chapeau jaune. Le chapeau jaune, c'est les avantages. Quels sont les avantages à ce que je sois appelée par une entreprise quand même de renommée? Donc, vous cherchez. Quelles sont les opportunités à avoir, les réflexions. Par exemple, vous savez parfaitement que les entreprises maintenant sont dans une situation difficile. Qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise? Qu'est-ce qui fera la différence avec quelqu'un d'autre? Donc, quelles sont mes ressources? Quelles sont mes valeurs? Quel est mon savoir? Quelles sont mes expériences? Et vous notez. Et enfin, vous allez enlever le chapeau jaune, vous allez mettre le chapeau vert. C'est le chapeau de la créativité. Donc là, vous allez vous éclater. Comment faire autrement? Laissez votre imagination déborder. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus, de créatif, d'ingénieux? Soyez agile. Et l'entreprise, elle cherche l'agilité. Elle cherche, comme a dit Fatem Zahra, les soft skills maintenant. Ils cherchent l'intelligence émotionnelle. Je vais enlever ma casquette de coach. Maintenant, je vais mettre la casquette de RH. Maintenant, pour recruter, on cherche l'intelligence émotionnelle et les entreprises sont outillées pour savoir si votre intelligence émotionnelle est développée ou pas. Et c'est ce qu'ils cherchent. Ils ont des outils performants. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut sortir du sensé, il faut sortir du connu. Vous savez, c'est pas une mauvaise période. Hein. Effectivement, il y a le côté sanitaire qui est douloureux. Bon, il y a des pertes de personnes, on n'y peut rien, mais on essaie de se protéger. Mais ce que je veux dire, c'est que faut faire appel à la résilience. La résilience, c'est quand on tombe et qu'on finit par se relever. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui va permettre à tous les jeunes d'évoluer. Et la vie, elle est faite de résilience. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. On considère que c'est un échec. Ah, j'ai pas eu le poste, donc pour moi, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. C'est une bonne expérience. Et écoutez toujours le recruteur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qui va chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et comment je peux améliorer? Ne restez pas toujours dans les négatifs. Comment je peux améliorer les choses? Et c'est comme ça qu'on avance. C'est en se battant. Voilà. D'accord, très très bien. Merci beaucoup, madame, parce que c'est vraiment très très pratique. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a un exercice, je pense, en fait, moi, je n'apporte rien de nouveau pour vous, mais un exercice qui est très connu, en fait. C'est l'exercice des 9 points. Je pense que la plupart connaissent cet exercice. C'est comment il faut vraiment faire cet exercice. Il est très très beau et très connu. C'est comment en fait essayer de relire les 9 points sans lever le stylo. Ça veut dire d'une seule action, comment relire les 9 points. Et il y a les gens, c'est un exercice international. Il est fait dans formation et toujours je rencontre les gens qui rencontrent ces exercices et les découvrent pour la première fois. Comment relire ces 9 points avec une seule tracée sans lever le stylo? Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cassent la tête pour relire les 9 points en restant à l'intérieur du carreau. Moi, je vous ai montré la solution parce que je le sais déjà. Mais la première fois, je ne savais pas. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas un génie. Mais par force d'habitude, moi, je sais la plupart des exercices. Ça, la seule solution pour relier les 9 points sans lever le stylo, c'est de sortir du carreau. Il faut sortir, voilà. Vous voyez ce trait-là? Je dois sortir, puis revenir au carreau, puis lier, puis sortir. Quelle est en fait la moralité après cet exercice? C'est tout simplement, c'est en fait de sortir de la zone de confort et sortir de son entourage si on peut trouver la solution pour convertir les faiblesses en avantages. C'est le cas, par exemple, de la question de Raoula. C'est pour, par exemple, le cas de plusieurs collègues, pour qu'on puisse en fait améliorer et combler ce manque-là, on peut, par exemple, passer un stage technique
à la place de 2 mois ou bien 1 mois et demi, on passe 2 mois et demi, 3 mois, ou bien dans la même entreprise, on peut passer un stage avec 2 sujets différents. Et on peut en fait compenser le premier sujet avec le sujet d'initiation. Donc, en gros, il faut innover. On peut parler ceci après directement avec Raoula, avec plaisir. Je cède la parole aussi. On a avec nous aujourd'hui, si le maître d'ailleurs un ami, il y a des années maintenant avec le Career Center qui est engagé dans tout ce qui est accompagnement. Il va d'ailleurs animer l'après-midi un atelier en correction de CV. Simki, si tu nous écoutes, on souhaite bien sûr avoir votre avis, votre opinion par rapport à cette thématique-là de réussite d'entretien. Simki, merci à vous une autre fois et à vous la parole. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me demande si vous m'écoutez. On t'entend très très bien, Simki. Très très bien. Ben, merci pour l'invitation. C'est vrai, c'est un débat très intéressant. Moi, depuis tout à l'heure, je m'amuse vraiment à vous écouter et à voir vraiment, je dirais, le jus et le résultat de cette table ronde. Je vous salue toutes et tous, mesdames, messieurs. Merci Simon Tasser, belle animation. Donc, l'ambiance, ça ne manque pas. Et bien sûr, bienvenue aux étudiants, aux futurs ingénieurs qui sont là aujourd'hui et qui nous accompagnent pour cette aventure et qui, à cause d'eux, nous sommes là aujourd'hui rassemblés pour essayer de leur rendre un peu du service et de l'aide et de l'accompagnement. Ben, de mon côté, moi, vraiment, bien sûr, avant tout, je me présente. Après quelques années d'exercice professionnel dans le domaine des soft skills et de l'accompagnement des jeunes vers l'employabilité, oui, je suis avec l'Université Hassan II en tant que directeur du Career Center de l'Université Hassan II. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Career Center, c'est une entité qui Ça coupe un petit peu, Simki. Les aléas du live. fait partie du pôle insertion, maintenant qui fait partie du pôle insertion et entrepreneuriat. Rebonjour mes amis, désolé, un petit problème de connexion. Pas de souci. Ok, très très bien. Donc, ce que je disais, c'est que le Career Center de l'Université Hassan II, son objectif ultime, c'est d'accompagner les étudiants pour le renforcement de leur employabilité, bien sûr, à travers des programmes qui sont là maintenant, qui sont adaptés, basés sur l'apprentissage par l'action, le learning by doing. Donc, tout ce qui est connaissance de soi, tout ce qui est valeur, attitude, aptitude, tout ce qui est talent, tout ce qui est aussi élaboration du CV, la préparation des entretiens, la réussite des entretiens. Ça, c'est un premier maillon qui est lié à la recherche d'emploi. Et le deuxième maillon qui n'est pas moindre du côté de son importance, c'est les soft skills. Donc, à date d'aujourd'hui, nous avons pu développer 24 modules qui sont là et qui sont prêts avec des exercices de pratique. Vous avez parlé, d'ailleurs, je vous remercie, vous m'avez rappelé des bons moments d'exercice lorsqu'il s'agit des ateliers, la ligne chronologique, l'appreciative inquiry, la matrice SWOT, vraiment de belles exercices qui sont là et qui sont mis au service des étudiants pour leur permettre de mieux se connaître premièrement et de bien centrer leur objectif et d'aller le chercher. Donc, vraiment, je n'ai rien à rajouter. Donc, moi, j'aurai le plaisir cet après-midi d'accompagner les étudiants via les 2 plages horaires dédiées à la correction des CV et la simulation des entretiens. Donc, c'est vraiment ma mission d'aujourd'hui. Si je pourrais résumer, en fait, juste un petit témoignage, je n'ai pas la prétention vraiment de rajouter des éléments sur ce que vous avez avancé parce que c'est vraiment une table ronde qui était riche. La seule chose vraiment que je pourrais dire aux étudiants, c'est
de relativiser et de simplifier les choses. La crise de cette année, c'est une crise qui a touché le monde entier. Et comme on dit, il y a une expression très, très, je dirais, commune en arabe, مع كل محنة منحة. Donc, c'est vraiment dans les moments de crise qu'on arrive à se forger, qu'on arrive à apprendre de nouvelles choses et qu'on arrive vraiment à mieux se connaître pour mieux connaître son chemin qu'on va tracer. N'oubliez pas, mes chers étudiants, que vous avez appris à parler, ça veut dire à déchiffrer le langage humain. Si on invite par exemple un informaticien, on lui dit de développer une application qui va déchiffrer par exemple le mandarin chinois, je suppose que peut-être aucune personne ici aujourd'hui parle mandarin, on ne va pas comprendre où commence un mot et où se termine. Pour un enfant, un nouveau-né, c'est comme ça. Lorsqu'on est en train de parler la darija ou l'arabe ou le français à côté de lui, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est des logiciels de statistiques pour pouvoir vraiment déchiffrer ces mots, connaître ça commence où, ça se termine où, ainsi de suite. Un deuxième exemple que je voudrais vous inviter à en imaginer, c'est le fait de pouvoir marcher. Rappelez-vous combien de fois vous vous êtes tombé et vous vous êtes relevé. Entre parenthèses, je rappelle la résilience qui a été évoquée par Madame Fatima Zahra. Combien de fois vous vous êtes tombé et vous vous êtes relevé pour pouvoir marcher. Donc, en prenant compte de la gestion du risque, en prenant compte vraiment de tous les éléments qui nous entourent pour pouvoir tracer notre chemin. Donc, nous sommes l'être humain est un être qui est fort, qui a vraiment une formidable capacité d'adaptation. Rappelez-vous les moments forts de votre vie, vos réalisations, et c'est ainsi que vous allez pouvoir tracer vos chemins. Je remercie mes chers collègues, vraiment sans citer les noms, tous qui sont là à votre service. N'hésitez pas d'en profiter au maximum. Et personnellement, je souhaite vous revoir bientôt, que ce soit via des ateliers à distance ou avec des ateliers en présentiel dans l'ENSEM et bien sûr dans les autres établissements de l'Université Hassan II. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simki. Merci pour ton intervention. Après, cher intervenant, on a 5 minutes flash, très très vite. On va clôturer avec les derniers conseils. Peut-être pour Fatima Zahra, 2 questions, 2 missions pour toi, 2 dernières missions. Comme ça, parce qu'il y a Ismaël qui a destiné la question directement à toi. Après, tu peux lire bien sûr la question sur ce choix de profil avec ces nouveaux styles d'entretien. On en a déjà parlé, mais très très vite, en 30 secondes peut-être. Et après, on va faire un petit tour de table en 3 mots, 4 mots. Quels sont vraiment les secrets, si on peut dire, ou bien des dernières recommandations de la fin de cette très très belle table ronde à nos chers étudiants pour se démarquer et pour bien sûr réussir de se distinguer. Fatima Zahra, toi la parole. D'accord, merci beaucoup Moed. Et j'ai lu la question. En fait, il y a 2 questions en une seule. La première chose, c'est que recruter quelqu'un via visioconférence, ça existe depuis toujours. Skype existe depuis toujours et ça marche. On arrive à recruter des gens et des nouvelles recrues juste via les outils qu'on a. Enfin, aujourd'hui, avec la Covid, les choses se sont accélérées, mais ça existe depuis toujours. Deuxième chose, comment se préparer pour un entretien à distance. En fait, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Une première grande différence qu'on peut highlighter, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'une fois vous avez votre rendez-vous avec le recruteur, mettez tout en œuvre pour que cet entretien se passe dans de très très bonnes conditions Internet, on va dire. On le sait très bien, aujourd'hui, l'Internet fait défaut des fois. Donc, juste mettez-vous à l'aise avec l'outil qui va être utilisé par le recruteur et qui vous a été proposé, que ce soit Zoom, que ce soit Meet ou autre. Des fois, ça peut passer même via WhatsApp. C'est professionnel aussi.
Un autre conseil que je peux vous donner, c'est toujours avoir le numéro de téléphone ou le contact du recruteur. Comme ça, s'il y a des problèmes techniques de dernière minute, vous avez un moyen pour pouvoir contacter la personne. Deuxième chose, soignez votre apparence parce que c'est pas parce que c'est à distance qu'on va pas être bien habillé, bien présentable. La troisième des choses, soyez toujours positif. Quelle que soit la situation, c'est vrai que la Covid nous a bouleversés, mais c'est pas parce que on doit profiter de cette chance de pouvoir passer un entretien. Et il y a un autre dernier conseil. Au niveau des entretiens physiques, on a toujours cette possibilité de montrer notre gestuelle, etc. Et donc, essayez de vous montrer chaleureux quand vous êtes en entretien à distance. Montrez votre intérêt à cette position et renseignez-vous par rapport à l'entreprise et par rapport à la personne qui vous passe l'entretien. Et un dernier petit point, ce n'est pas le recruteur RH qui prend la décision finale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi le recruteur technique. Donc, quand vous passez un entretien, ne mettez toujours pas le poids de la décision uniquement sur les RH, mais il faut convaincre aussi le technique. Voilà, donc c'est ça. Pour répondre à la question d'Ismaël, j'espère que c'est bon. Sinon, vous pouvez me contacter après pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà, merci Fatima. Alors, 3 mots si tu souhaites, ou bien 3, voilà, comme ça, pour que ça reste, en fait, on dit, ça va sonner dans le cerveau Oui. de notre audience. Voilà. Alors, 3 mots, ça va être très difficile, mais je vais vous dire simplement que tout se passe ici. Le cerveau est le maître d'orchestre de toute votre vie. Si vous faites des entraînements positifs, comme a dit Madame Ria tout à l'heure, et vous dites que moi je postule pour cette position, je vais avoir ce poste, vous l'aurez. Il n'y a pas de secret. Travaillez votre personnalité parce que c'est ce qui va faire la différence entre vous dans un entretien. Et je ne sais pas si vous avez vu, je vais être juste un petit exemple. Si vous avez vu l'entretien de Cristiano récemment à Dubaï quand il a eu le prix de Player of the Century, il y a l'intervieweur qui lui a dit est-ce que tu veux que ton fils Cristiano Junior soit un joueur de foot? Il a répondu que s'il continue à faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire à manger n'importe comment, je pense pas. Moi, je veux bien, mais je ne vais pas le pousser à devenir. C'est pas parce que moi je suis footballeur, un grand footballeur, que mon fils va directement le devenir. Donc, comptez sur vous-même, cherchez un mentor. Allez vers les gens, soignez votre réputation et ne négligez pas les pouvoirs de l'ANAPEC, s'il vous plaît. C'est pas parce que c'est un stage que ce n'est pas important. Moi, j'ai commencé avec l'ANAPEC et je suis très, très reconnaissante à cette expérience. Voilà, pour finir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi, merci énormément. Ou bien Madame Asma, dernier mot de fin. Alors, pour le mot de la fin, moi, je rappellerai qu'il est nécessaire de travailler et d'améliorer l'intelligence émotionnelle. J'invite tous les jeunes à lire le livre de Daniel Goleman, qui est sur l'intelligence émotionnelle, et de travailler, d'essayer d'améliorer la conscience de soi et de rester positif. Aussi, j'ajouterai que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de résilience, que la vie, elle est faite de coups et d'échecs, comme on peut le nommer, mais il faut considérer ces moments-là comme des moments d'expérience positifs, et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers l'avant et de devenir des talents. Inch'Allah. Et une petite information, sachez que toutes les peurs que nous avons, elles sont créées par nous-mêmes. C'est de la création pure. Les seules peurs qui sont innées chez l'être humain, c'est la peur de tomber en arrière et la peur du bruit. Donc, tout le reste, c'est des croyances. Et c'est des croyances limitantes. Exact. Voilà. Merci beaucoup, Madame Asma. See you soon. Merci beaucoup pour l'animation. Donc, je voulais bien faire un exercice avec toi, mais on n'aura pas le temps. Inch'Allah, une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, une prochaine fois, parce que là, le coaching, c'est pas donner de conseils ni d'informations. Là, c'est quelque chose de pratique.
face à face, à distance ou de presse. Donc, ce que je peux dire en fin de cette visioconférence, c'est que il faut faire un travail sur soi. Il ne faut pas penser à l'autre, au recruteur, aux conditions externes. Il faut améliorer ses compétences, ses soft skills, travailler sur son empathie, travailler sur sa congruence et son alignement. Parce que là, lorsqu'on est en face d'un recruteur, il faut y avoir cet alignement-là et cette congruence entre son comportement et ses capacités et ses valeurs, donc pour être le plus performant possible. Sinon, vous risquez, entre parenthèses, vous risquez de se stresser et de perdre le fil conducteur vis-à-vis de vos ressources internes. Donc, merci bien et j'espère vous voir une autre fois. Merci à vous. Si Anas, merci beaucoup de nous honorer, de prendre part à cette table ronde. Merci énormément. Un mot de fin, s'il vous plaît, c'est Anas. Marhaba, c'était un plaisir. J'étais entre deux réunions, mais j'ai écouté une bonne partie de la table ronde. Très belle initiative. C'est un bon départ pour honorer l'employabilité de nos jeunes. On a la chance de s'adresser à des ingénieurs. Ils sont bien formatés en termes de technique. Maintenant, c'est à nous de valoriser tout ce qu'ils savent faire et je remercie tout le panel. Asma, que j'ai le plaisir de recroiser ici. Et maintenant, elle sait qu'on est un petit peu dans le même bain. Je la recevrai avec plaisir et elle saura où me trouver en tous les cas. Et tous les collègues. Moi, je vais insister sur un petit point qui est important. C'est vrai qu'il n'y a pas de recette magique. Hein. On a tous donné un partage d'expérience et on ne peut pas dicter une façon de faire parce que ce n'est pas ça qui va réussir. Parmi les modestes choses que nous avons fait à la faculté des sciences de musique pour les masters, c'est une approche participative où on fait venir justement cet écosystème, hein, comme Fatem Zahra, Youssef, Asma et les autres, et ils participent par des séminaires, ils participent par des cours, ils deviennent vacataires au niveau des cours. Et lorsque ils s'approchent de cet écosystème, ben on croise, hein, ils ont la vraie température. Et après, franchement, j'ai plus de problème de stage parce que c'est eux qui sont demandeurs. J'ai croisé tel, Laura, il m'intéresse parce que il s'intéresse à telle chose. Et franchement, là, ça donne une belle réussite par rapport au stage, travail, etc. Il y a un bel avenir, hein, c'est-à-dire que l'écosystème, il faut l'orchestrer. Il y a de bonne volonté. La preuve, aujourd'hui, jour férié, et tout le monde travaille. Et on est dans le gagnant-gagnant. Moi, je promets à tous les coachs qui sont là, quand ils viennent à l'encontre des jeunes, ben, ils ressortent grandis parce que chaque groupe est un groupe et cet échange il est durable dans le temps. Parce qu'il y a des connexions qui se font par le feeling et ça donne une valeur ajoutée. Bravo Simouad, je sais que le programme avec Simki va continuer avec des ateliers l'après-midi. Je vous souhaite bonne continuation et je suis avec vous pour préparer le grand forum de fin d'année, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sianas. Merci à vous tous. À mon tour, je cède la parole une autre fois à la présidente, je pense, du forum ou bien la responsable du comité organisation. Chers forumistes, à vous la parole pour clôturer cette très très belle table ronde. Oui, bonjour à vous tous. Donc, au nom de la cellule atelier et du comité Forum SM Entreprise, permettez-moi de réitérer respectueusement mes remerciements, respectivement à nos intervenants dans la table ronde d'aujourd'hui, Madame Chayed Fatem Zahra, Madame Riyad Asma, Monsieur Mohamed Youssef, le directeur du pôle insertion et entrepreneuriat de l'université, Monsieur Ktani Enes,
et le directeur du Career Center de l'université, M. Zbar El-Mekki, et finalement à notre modérateur intervenant et cher lauréat Insamien, M. Montasser Mouad, pour votre présence aujourd'hui, pour vos interventions, même si c'est un jour férié. Donc, à cet effet, les différentes interventions, les débats interactifs et les travaux de groupe qui ont été programmés autour de ces jours ont notamment mis en évidence que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part de l'ensemble des parties prenantes sont requis et constitueront en fait le succès de cet événement fort ambitieux. Alors, distingués invités, malgré les circonstances actuelles de la pandémie que connaît notre pays et le monde entier, je reste persuadée que la tenue de cet événement a réussi à 100% avec vos interventions enrichissantes. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à cet événement. Alors, pour nos honorables participants, je vous remercie de votre aimable attention ainsi que pour vos questions et je vous donne rendez-vous à partir de 14 heures, Inch'Allah, avec nos formations et les sessions de correction de CV et simulation d'entretien programmés. Alors, merci encore une autre fois et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous tous. Au revoir, merci à vous. À la Merci, prochaine. au revoir, à la Bravo, prochaine. merci, Bon à très courage, bientôt. bon courage les jeunes. Merci Bye bye. beaucoup, au revoir. Bye Au bye. revoir.